Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Deux sujets avec vous pour dialoguer au 39 21 ce midi. Dans un instant, nous parlerons de ce mouvement qui naît, la Nuit debout. Vous y avez participé ou vous êtes intrigué par ce mouvement. Appelez-nous au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, les Panama Papers. Oui, puisqu'hier soir, France 2 a diffusé une formidable enquête, de formidables reportages faits par l'équipe de Cache Investigation. L'émission a été présentée par Élise Lucet, 3,5 millions de téléspectateurs. Donc nous vous avons sollicité pour nous accompagner dans ce dialogue sur la fraude fiscale. C'est quand même un dossier un petit peu compliqué. Nous avons invité Xavier Harel. Bonjour Monsieur Harel. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de La Grande Évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux, publié chez Babel. Vous avez regardé vous aussi Cache Investigation hier soir. En effet, c'était bien intéressant. Belle émission, nous en sommes d'accord. Il y avait plein de choses dedans. Bonjour Sybille. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Paris. Tout à fait. Et vous étiez devant France 2 hier soir. Exactement, j'étais spectatrice de ce formidable reportage. Et alors, qu'est-ce que vous en... Là, il est 13h12, qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que je garde de ce reportage? C'est que, volontairement, des États, des sociétés, des banques nous cachent une sortie d'argent et qu'il est impératif de rendre plus transparent aujourd'hui la fiscalité, parce que on demande à des citoyens très simples, modestes, de faire beaucoup d'efforts sur les retraites, sur le travail, sur beaucoup de choses. Et puis on voit de l'autre côté qu'il y en a qui sont protégés de ces efforts et ce n'est plus possible. Bien sûr. Quand on voit effectivement l'émission que l'on a vue hier soir, il n'y a qu'un sentiment d'injustice qui peut naître. Restez avec nous, Sybille. Xavier Harel, les États essaient de se défendre malgré tout. On ne peut pas dire que les États ne font rien face à la fraude fiscale. Oui, les États français, par exemple. La question des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale n'est pas nouvelle, mais elle a pris des proportions absolument gigantesques, systémiques. Et effectivement, depuis le début de la crise des subprimes, 2008-2009, le G20, les grands pays ont commencé à s'attaquer à la question, mais sur un seul versant, c'est-à-dire qu'ils ont voulu s'attaquer au territoire, à la question du secret bancaire, de ces sociétés offshore, donc de l'opacité. Pour l'instant, rien n'a été fait, en revanche, du côté des acteurs. Pour faire de l'évasion fiscale, cette question-là, il y a deux aspects. Il y a les territoires, les paradis fiscaux, et puis il y a les acteurs, les banques, les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil. Et pour l'instant, l'essentiel de la pression des grands pays porte sur les territoires pour qu'ils lèvent le secret bancaire. C'est de pression sur les banques, à votre avis? Encore. Il y a encore de quoi faire. Est-ce que vous pensez que Michel Platini s'est rendu à Panama pour créer une société offshore? Non. Michel Platini a été conseillé par son banquier ou bien par un cabinet d'avocats qui constitue à chaque fois la porte d'entrée vers ces territoires. Ce qu'on note quand on voit ce reportage hier soir, que c'est très facile quand on le souhaite. Très facile de faire ouvrir un compte offshore à Panama. Très facile. Oui, aujourd'hui encore, il suffit d'aller sur Internet, vous googlez Panama Offshore et vous allez trouver des sociétés, certaines même en France, qui vont vous proposer de créer des sociétés offshore à Panama. Ça coûte quelques milliers d'euros. Oui, mais ça, c'est pas de problème pour Maxime. Oui, donc oui, Sybille, vous voyez, les États font des choses, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats ou de banquiers dans tous ces reportages qui effectivement prêtent facilement la main à ceux qui ont envie de frauder. Vous l'avez vu comme nous. Ah oui, mais complètement, c'est-à-dire qu'on en a fait un véritable sport, l'optimisation fiscale. Alors c'est vrai que sous couvert de ce terme très généraliste, effectivement, des avocats fiscalistes, des cabinets, se sont engouffrés avec grande délectation et certainement beaucoup aussi d'argent à la clé pour servir les intérêts des plus riches. J'ai rien contre la richesse tant qu'elle est légale. Et là, ce qui est compliqué avec ça, c'est qu'on a l'impression que faire une société grande, c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Alors donc les États de ce côté-là sont coupables de continuer à poursuivre cette légalisation des sociétés écrans. Ils autorisent finalement ces malversations. Et ce que ne peut pas comprendre aujourd'hui un citoyen lambda, c'est d'un côté, on permet par énormément de niches fiscales, d'optimisation fiscale, de détourner de l'argent, beaucoup d'argent. Ça permet aussi, effectivement, pour beaucoup d'activités licites aussi, de renforcer leur business. Et puis,
le versant terrible, c'est que on assiste à une dégradation des moyens pour la justice, pour l'éducation. Et qui paye à la fin, on le sait plus trop. Voilà, c'est ça qu'aujourd'hui Cash Investigation et Panama Papers ont révélé. Alors effectivement, ça date pas d'hier, mais maintenant il faut vraiment que ça change, c'est-à-dire que toutes ces informations, elles doivent avoir un sens et pas juste. Il faut espérer que chaud. Vous avez raison. Il faut espérer que l'émotion que suscite ce genre d'histoire permette effectivement enlever l'affect, de régler des problèmes. Aller en profondeur. Au boulot. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ceux qui vont bouger cela, ils sont peut-être pas encore sur la scène politique. Des choses comme Nuit debout font leur apparition. Il y a un vrai sens à tout ça. Bon, voilà. Écoutez, on va suivre tout ça avec attention et je vous remercie beaucoup, Sybille, d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Maxime ? Alors, sur les conseils de notre invité Xavier Harel, j'ai tapé sur Google Panama Offshore Société et donc là, il y a une société qui me propose d'avoir un bureau virtuel à Panama. Ça coûte $500 par an. Vous avez une adresse à Panama, un numéro de téléphone et vous pouvez tout régler par PayPal. C'est très facile, visiblement. Mais est-ce que c'est facile, Xavier Harel, de prendre des mesures pour que ça ne puisse pas se faire ? C'est facile ? Oui, on peut prendre des mesures, effectivement. C'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Pascal Charqui. La question, c'est une question de rapport de force. Les banques suisses ont accepté, et la Suisse a accepté de lever le secret bancaire, de s'engager à lever le secret bancaire. On n'y est pas encore. Du travail aussi à partir du moment où les États-Unis les ont menacés de ne plus pouvoir exercer aux États-Unis, de leur retirer la licence pour travailler là-bas. Les enjeux financiers sont tels que les banques et le milieu financier ne comprend que la pression, que le rapport de force. À partir du moment où on renverse ce rapport de force, il est possible de faire bouger. Sur le Panama, évidemment que ces révélations changent le rapport de force. Aujourd'hui, le Panama faisait le dos rond en disant... Oui, Panama, c'est un peu le dernier pays qui disait on ne touchera rien aux sociétés offshore et nous ne coopérerons pas avec les autres États. Et là, s'ils sont remis sur la liste des paradis fiscaux, ils vont sans doute subir des désagréments qu'ils ne voudraient pas subir, effectivement. Tout à fait. Ces révélations ont un intérêt majeur. C'est qu'elles créent une dynamique, elles créent une pression, elles obligent les exécutifs un peu partout dans le monde à bouger. Barack Obama, hier, a pris des engagements en disant qu'il fallait que tout cela cesse et il va faire bouger les choses. Enfin, il s'est engagé en tout cas à le faire. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes à Puyraveau, en Charente-Maritime. Exact, oui. Alors, votre opinion, vous étiez hier soir, vous avez vu hier soir Cash Investigation. Oui, je suis toujours devant Élise Lucet, c'est une journaliste exceptionnelle qui a dit là où ça fait mal et c'est magnifique. Et hier soir encore, elle nous a montré qu'il y avait des choses qui étaient faites aussi au vu de tout le monde. C'est pas la première enquête qui a dévoile. Avant Panama Papers, il y avait l'affaire Clearstream. Ça a donné quoi ? Rien. Donc c'est bien qu'elle nous ait montré hier soir cette araignée tentaculaire, ce grand pouvoir de l'argent. Mais bon, est-ce qu'on prendra vraiment les mesures qui s'imposent parce qu'on va s'attaquer quand même au marché de la drogue, au marché de la délinquance organisée. On s'attaque quand même à des puissants qui viennent avec l'argent et les pouvoirs. Donc, vous avez peur, Olivier, qu'on enterre cette affaire, c'est ça ? Mais oui, oui, moi je suis convaincu que ça fera comme d'autres. Ça va émouvoir tout le monde pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et puis après, on va passer à autre chose. C'est possible. Et puis on continuera parce que d'abord on n'a pas les moyens, parce que même si le gouvernement français veut montrer l'exemple, on n'est quand même pas les premiers à donner des leçons. Et puis on est victime aussi d'un lobbying financier qui est très fort, très puissant. Mais bon, on peut pas non plus. J'entends ce que vous dites, Olivier, mais en même temps, là on en est au début, là on en est aux révélations. Alors qu'est-ce que ça va devenir ? Je ne sais pas. Mais déjà qu'il y ait des révélations, c'est formidable. Oui, mais c'est sûr, mais en même temps, c'est pas nouveau. Hein. Tout le monde sait que la famille Balkany abuse des biens sociaux. Tout le monde sait que des grandes personnalités. Ça je ne sais pas. Ça je vous laisse. Après, pour éviter d'être embarqué avec vous dans une procédure judiciaire, là je dois. Voilà. C'est vous qui l'avez dit, Olivier, c'est pas moi. C'est moi. J'assiste. Ce que j'apprends, c'est que on va s'attaquer à des gens. Enfin, on va vouloir lever le secret bancaire pour que des gens répondent à leurs actes. Sauf qu'en levant le secret bancaire, il va falloir le lever pour tout le monde. Et là, si on s'arrête 5 minutes, si on réfléchit sérieusement 5 minutes, le secret bancaire, il va devoir s'appliquer à tout le monde. Et malheureusement, ces sociétés offshore, elles sont certes ouvertes par des grands groupes bancaires, financiers, des grandes entreprises pour cacher du patrimoine parce que ces grands groupes n'ont pas forcément envie qu'on connaisse leur patrimoine financier. Mais à côté, il y a des marchés occultes, des marchés illicites, la criminalité organisée, qui aussi profitent pour blanchir. Et c'est peut-être ce qu'on oublie un peu, c'est que finalement ces sociétés
été, elles ont servi à blanchir de l'argent, d'autres se sont engouffrés dans cette belle brèche, et du coup aujourd'hui on s'attaque peut-être à ceux qui sont les moins aptes à tenir. C'est peut-être pas forcément normal de le dire, mais moi je trouve que y a des gens qui font parce qu'ils veulent récupérer une part du gâteau, alors que d'autres le font depuis des années, que ça n'a jamais perturbé quiconque avant. Restez avec nous, Olivier. Restez avec nous, Olivier. Votre téléphone nous quitte parfois, alors on n'entend pas tout à fait très bien. Xavier, on a appris des choses quand même hier soir. On a quand même, c'est quand même un pan du voile qui se lève. Oui, évidemment, l'ampleur des révélations est considérable. On parle c'est une centaine de milliers de sociétés offshore. Juste pour information, il y a 350 000 sociétés offshore au Panama. Donc ça laisse encore beaucoup de place pour un grand nombre de footballeurs, pour un grand nombre de chefs d'État, de gouvernements, de milliardaires, d'entreprises et de trafiquants de drogue. Si on sait tout ça, c'est parce que quelqu'un, mais on ne sait pas qui, et puis c'est expliqué hier soir d'ailleurs, quelqu'un a confié tout un tas de fichiers à des journalistes allemands. L'affaire démarre comme ça. Après, il y a un gros travail d'enquête journalistique, mais à l'origine, c'est quelqu'un qui attrape les fichiers dans le fameux cabinet d'avocats panaméen et qui le donne à la presse. Oui, très probablement. C'est probablement une source interne au départ de Mossack Fonseca qui a communiqué, qui a téléchargé l'ensemble des documents. C'est colossal, c'est 1977-2015. Oui, donc c'est 30 années de la vie de ce cabinet qui ont été téléchargés par probablement quelqu'un à l'intérieur et qui ensuite sont arrivés de façon inexpliquée. Et cette personne-là, elle restera de toute façon anonyme parce que ce qu'elle a mis à jour... Oui, il faut souhaiter pour elle qu'elle reste anonyme. Exactement. Parce que sinon, elle est en danger. Elle va être en danger de façon importante. Oui. Bonjour Maëlle. Est-ce que Maëlle est avec nous? Bonjour Maëlle. Oui, tout à fait, je vous entends. Vous êtes à Paris? Oui. Voilà, téléspectatrice vous aussi hier soir de Cache Investigation? Oui, tout à fait. Vos sentiments? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, moi, je voulais vraiment saluer la qualité du travail journalistique qui a été mené. 9 mois de travail dans le plus grand secret, des centaines de journalistes du monde entier mobilisés sur cette affaire et qui a abouti notamment de la part de l'équipe de Cache Investigation à un documentaire très complet, très précis, mais également très pédagogue. Et du coup, pour les citoyens comme moi, c'était vraiment une source d'information très utile et très pertinente et ça, je voulais vraiment le souligner. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que si nous avons été informés grâce à ce documentaire, malheureusement, je pense que nous n'avons pas été surpris. Comme cela a été dit dans les précédentes interventions, ce n'est pas le premier scandale du genre qui a lieu et ce ne sera sûrement pas le dernier, malheureusement. Et dans le cadre des discussions que j'ai pu avoir à mon travail ou avec mes amis, je me suis bien rendu compte que ce scandale ne surprenait pas, malheureusement. Et donc c'est assez attristant. Ça ne surprend pas, quand même. Je sais pas. Voyons, restez avec nous, Maëlle. Il y a quand même Xavier Harel, il y a quand même des effets de surprise. Enfin, quand même, moi aussi, j'étais téléspectateur. C'est quand même assez fort de voir. Il y a des sociétés, il y a une société française, je ne la connaissais pas. Il y a 24 millions qui se baladent à travers le monde. Il y a Michel Platini, le pauvre. On a quand même découvert qu'il avait une société à Panama et sa présidente, c'est quand même une femme de paille, pour nommer les choses par leur nom. Enfin, il y a quand même des choses assez fortes, des choses assez nouvelles. Ce qui est toujours extraordinaire avec ce type de révélation, c'est que c'est l'immersion dans cet univers et de comprendre les mécanismes. Ce qui est en revanche extrêmement frustrant, c'est que ça fait maintenant 8 ans que le G20 s'est attaqué aux paradis fiscaux et qu'on a l'impression que pas grand-chose n'a bougé. Aujourd'hui, jusqu'à très récemment, il était très simple de créer une société offshore au Panama pour dissimuler des avoirs, de continuer à créer ce que faisaient les grandes banques en Europe. C'est ça qui est intéressant de voir aussi dans l'affaire Panama Papers. C'est que la grande majorité des sociétés offshore créées à Panama par ce cabinet panaméen, l'ont été faites à la demande de banques situées en Europe. Autrement dit, les banques continuent de jouer un rôle central dans les processus d'évasion, dans les mécanismes d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Et pourtant, elles ne sont pas, à aucun moment, elles n'ont été pointées du doigt ou menacées par l'exécutif qui, pour l'instant, reste dans une relation d'État à État et refuse de s'attaquer aux acteurs privés de cette mécanique. Peut-être parce qu'on dit, et ça brouille un peu les choses, qu'après tout, on peut avoir une société offshore, c'est pas illégal, si l'argent qui est déposé sur ce compte-là, lui-même est déclaré aux autorités nationales. Donc ça brouille un peu les choses. Oui, tout à fait. C'est bien derrière... Qu'est-ce qu'il faudrait interdire les sociétés offshore? Est-ce qu'il faudrait interdire les sociétés offshore? Non. C'est extrêmement compliqué d'interdire la création d'une société à l'étranger. En revanche, avoir des exigences supplémentaires à l'égard des banques pour qu'elles s'assurent que leurs clients... Interdire de les créer dans un pays qui ne respecte pas les lois de la transparence. On ne peut pas interdire à la Société Générale. La Société Générale peut ouvrir des comptes partout,
sauf dans certains pays. On ne peut pas ça. Alors, il y a eu la fameuse liste noire des paradis fiscaux, donc le Panama va rentrer à nouveau dans cette liste noire, ce qui crée des contraintes, effectivement des contraintes pour toutes les entreprises qui souhaitent travailler sur ce territoire. Mais on ne peut pas, un État souverain, on ne peut pas, la France, interdire à un autre pays de faire ce qu'il entend sur son territoire. En revanche, on peut imposer des contraintes à ses propres entreprises pour leur demander davantage de vigilance ou vérifier tout simplement que leurs clients, lorsqu'ils créent une société offshore, eh bien, déclarent les revenus qui vont être passés par cette société offshore. Voilà. Merci Maëlle d'avoir apporté votre témoignage. Oui, alors j'aurais voulu rajouter un point d'ailleurs sur ce sujet, si c'est possible, sur la liste noire notamment. Oui. Puisqu'effectivement, donc suite à la diffusion du scandale Panama Papers, l'État a fait plusieurs annonces politiques et notamment a parlé de la réintégration de Panama sur la liste noire. Je parle de réintégration parce que Panama a été supprimé de la liste noire, enfin de la liste des États non coopératifs il y a quelques années. Donc finalement, le réintégrer, est-ce que ce n'est pas juste de la pure posture? Et j'aurais souhaité du coup en profiter pour demander à Xavier Harel, spécialiste de la question, à quoi servent exactement ces fameuses listes noires qui se réduisent comme peau de chagrin en France. On avait 20 pays sur liste noire il y a 3-4 ans, je crois, et on en a aujourd'hui moins de 10. Donc à quoi servent concrètement ces listes noires au-delà du symbole politique, au-delà du changement de rapport de force que vous identifiez tout à l'heure, concrètement, ça veut dire quoi? Voilà. Question posée, réponse de Xavier. Alors, le principe des listes noires est un principe assez simple et assez efficace. C'est que vous inscrivez un pays sur une liste et vous le jetez à la vindicte populaire, à la vindicte internationale, en disant que ce pays ne respecte pas les règles qui ont été fixées par l'ensemble. Et donc, pour sortir de cette liste noire, eh bien, il faut respecter un certain nombre de règles en matière de transparence, en matière de lutte contre le blanchiment. Ces listes ont montré leur utilité comme un moyen de pression assez efficace pour faire bouger les pays. Après, la question, c'est la question de la mise en place, de l'effectivité des règles qui ont été adoptées. Pour donner un exemple assez amusant, c'est qu'il y a encore très peu de temps, le Panama figurait sur la liste noire des pays qui ne luttent pas suffisamment contre le blanchiment et la corruption. Tout ça, c'est surveillé par le GAFI, le groupe d'action financière internationale. Eh bien, il y a 6 semaines, le Panama a été sorti de la liste noire du GAFI, après qu'un groupe d'experts se soit rendu au Panama. Je me demande un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont dû profiter des plages. GAFI, c'est proche de GAF. Donc voilà, ils ont fait une gaffe. Voilà. En tout cas, Maëlle, votre question était intéressante et elle est utile aussi parce qu'il y a sans doute des moyens de lutte et ce qui s'est passé depuis le début de la semaine ou ce qui se passe depuis le début de la semaine, je vais y arriver, est quand même porteur d'un certain espoir. Voilà, on parle de sujets qu'on n'évoque pas souvent et il y a sans doute à partir de là des choses à faire pour que ces situations anormales trouvent des réponses et qu'elles disparaissent si on peut l'imaginer. Merci Maëlle d'avoir appelé Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Xavier Harel de nous avoir accompagnés dans ce dialogue et de nous avoir apporté vos lumières en matière de fraude fiscale. Et nous enchaînons avec la nuit debout. Si vous avez participé à des nuits debout, nous nous retrouvons tout de suite sur l'antenne d'Europe 1. Europe Midi revient dans un instant. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, nous allons donc parler de ce mouvement qui est en train de naître dans le sillage des manifestations contre la loi El Khomri, le mouvement de la nuit debout. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes à Orléans? Oui, exact. Vous participez à ce mouvement, c'est-à-dire il y a des rassemblements à Orléans la nuit? Oui, c'est plutôt en début de soirée, à partir de 18h, on se retrouve dans la place principale d'Orléans et on se réunit. D'accord. Et vous faites quoi? Alors, on se retrouve, on fait une sorte d'assemblée générale et on discute. On essaye de se connaître un peu plus les uns les autres. Et puis en fait, on essaye de réfléchir ensemble, de partager nos points de vue sur la politique actuelle et puis après essayer peut-être de réfléchir à pas des alternatives, mais essayer un petit peu d'avoir des points dans lesquels on peut converger. D'accord. Vous avez 19 ans, c'est ça? Exact. Déjà une pratique politique ou vous découvrez la politique à l'occasion de ce mouvement? Pas du tout. Je suis pas politisé, je suis pas militant dans aucun parti. Je suis un citoyen, je pense, comme les autres. D'accord. Et donc vous découvrez un peu la politique là à l'occasion de ces réunions le soir. Vous y êtes depuis le premier soir à Orléans? Vous êtes nombreux? Oui.
Depuis lundi. Lundi, on a commencé, l'événement a été lancé dans l'après-midi, il n'y avait pas eu grand monde, on devait être une vingtaine. Oui. Et là, hier soir, le mouvement avait pris un peu plus d'ampleur, on avait doublé, on devait être une trentaine, quarantaine. Et on espère que chaque soir, il y aura un peu plus de monde. D'accord. Et qu'est-ce qui peut sortir d'un mouvement comme ça, à votre avis ? Vous parlez de manière générale de la politique. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de réunion ? Moi, j'y suis parce que la politique aujourd'hui, ça me fait un peu peur pour mon avenir. C'est vrai qu'à 19 ans, on pense beaucoup à notre avenir, à notre métier, etc. Et dans le contexte actuel, ça fait un peu peur. Du coup, moi, j'y connais rien, mais j'y vais pour découvrir et essayer de sortir un petit peu des alternatives, peut-être, je sais pas, essayer de réfléchir. Moi, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose à la politique. J'y vais pour m'informer. D'accord. Et après... Je ne sais pas trop. Vous avez manifesté contre la loi El Khomri ? Oui, j'ai manifesté la première fois contre la loi El Khomri. J'avais manifesté, oui. D'accord. Donc voilà, c'est un apprentissage en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est exact, pour essayer de découvrir un petit peu la politique aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Antoine d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Et bonne journée à Orléans. Maxime ? Et Merci à vous, au revoir. Au revoir. Des messages assez partagés sur Twitter. Je vous en livre 2. D'abord, Rose Dujardin qui nous dit que la nuit debout, c'est la nostalgie infantile d'une économie dirigée et le rêve d'un assistanat rétributeur dans un État pas encore ruiné par le socialisme. Wow. Voilà ce que nous dit Rose Dujardin. Il y a Marie, en revanche, qui défend la nuit debout et qui nous dit le mouvement est né d'un ras-le-bol du mépris pour les citoyens. Les jeunes et moins jeunes se mobilisent pour un avenir meilleur, un échange d'idées qui aboutira à faire prendre conscience à nos politiques que la finance détruit nos pays. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Michel Apathy, bonjour Maxime Zoutek, merci de me recevoir. Vous êtes à la Selle-Saint-Cloud. Exactement, tout à fait. Je suis plutôt d'accord avec le deuxième message que le premier que vient de dire Maxime. Bon, d'accord. Voilà. Vous avez participé, vous avez été à Paris, c'est ça, Place de la République ? Alors moi je suis allé à Paris le vendredi soir, effectivement, parce que mon activité ne m'a pas permis d'y être présent avant. Ouais. Mais je les ai bien suivis en tous les cas, parce que c'est possible de les suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, avec le périscope. Oui. Voilà, donc ça m'attire énormément, ça me parle beaucoup parce qu'on est enfin, je dis ouf, on est enfin dans de la démocratie directe. C'est un mouvement, il faut le souligner, pacifique. Et moi, ce que je voulais rebondir également sur le fait que ce n'est pas un mouvement de gauche comme on pourrait le croire, et comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure à l'antenne à midi, même si c'est la culture de la gauche, effectivement, de se rassembler dans la rue, ce mouvement concerne tout le monde. Voilà, parce que quand vous voyez qu'on organise en France un référendum et qu'en fait on fait l'inverse de ce que le peuple a décidé, encore un autre exemple, quand M. Valls est interpellé par une manifestante au sujet de la loi El Khomri et qu'elle lui dit « votre loi, on n'en veut pas », et qu'il lui répond « vous l'aurez quand même », j'appelle pas ça de la démocratie. Donc il y a en France... oui, j'entends Alexandre, mais d'abord je pense que la teinte du mouvement, elle est plutôt de gauche que de droite, mais bon, oui, parce que c'est, comme je le dis, c'est la culture de la... On peut vivre les choses différemment. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur d'être... Bien sûr. Est-ce qu'on n'avait pas peur d'être un peu déçu, Alexandre ? C'est-à-dire, la démocratie directe, on ne sait jamais trop ce que c'est, donc tout le monde prend la parole, il doit y avoir quelque chose d'assez fort et d'assez prenant, mais ça débouche sur quoi après ? Voilà. Voilà, exactement. Effectivement, on peut se poser la question, et c'est légitime de se poser la question. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, ça commence à en parler beaucoup. Ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est les casseurs, c'est tout ce qui est négatif. Il faut mettre en avant le positif. Et ce qui est positif, ce qu'il faut montrer, c'est que c'est un débat. Ce sont des débats pacifiques, ce sont des gens qui en ont marre de toutes les classes d'âge, de toutes les catégories sociales. Il faut arrêter. En France, il y a plein de gens qui ont de bonnes idées, des associations qui agissent déjà. Moi, j'ai une équipe avec moi qui n'attend plus que cela, que ça vienne. On n'attend plus que ça vienne d'en haut d'ailleurs. On n'attend plus, on agit quand même. Ça vient, voilà, c'est nécessaire dans ce pays de ne plus lutter aussi. Parce qu'on a tendance à lutter contre tout. On lutte contre la haine, on lutte contre le sida, on lutte contre tout. Mais il est temps d'agir véritablement pour la paix, pour l'amour, pour la solidarité. Et dans ce genre de débat, il y a des esprits qui se réveillent, des gens qui se disent « Ah oui, enfin, on y arrive ». Bon, voilà. Ben, votre message était clair et simple. Lutter pour la paix. Exactement. Je vous remercie à nouveau de donner la parole aux auditeurs. C'est très important. Merci. Et j'invite donc tout le monde à venir s'exprimer lors de la nuit debout à Paris, mais pas seulement à Paris, parce que Paris n'est pas toute la France. C'est dans les provinces, partout. La parole aux Français. Merci en tout cas Jean-Michel Apathy et Maxime de m'avoir entendu. Merci Alexandre et je vous souhaite une bonne journée. Nous reprenons ce dialogue sur l'actualité sur l'antenne d'Europe 1 demain à partir de 13h10.